Voilà, so da de da Thomas de Léa Nabalegi Samrolia. Alors, tout d'abord, meilleures salutations à tous. Et comme je vous l'ai dit hier, ou la dernière fois, je vais aujourd'hui vous présenter brièvement le grand campement de Karma, qui est lié à l'histoire de la libération, de la vie libératrice de Mikio Dorje. Donc là, je vais en faire une brève introduction, mais la semaine prochaine, je vais faire une explication plus sur le grand campement lui-même. Là, je vais vous en parler que brièvement. Quand nous parlons de grand campement, qu'est-ce que cela signifie? Donc, Sagatagaragar en tibétain, qu'est-ce que cela signifie? Dans le passé, au Tibet, dans les anciens temps, au Tibet, lorsque beaucoup de personnes voyageaient loin de chez elles, vers une autre région, elles logeaient dans des tentes faites en poils de yak ou en laine ou en tissu. Donc, c'est ce regroupement de différentes tentes qu'on appelle un gar, c'est-à-dire un campement en français. Donc, quand on parle d'un grand campement, ou par exemple, lorsque on disait s'installer pour un campement, pour parler de se mettre en campement, quand c'est un campement, un groupe de nombreuses tentes militaires, c'est Maggar, c'est-à-dire un campement militaire. Et il en va de même pour les marchands, c'était Tsongar, c'est-à-dire campement de marchands. Et il en va de même pour les tentes qui étaient montées par les lamas et les monastiques et des personnes qui se rassemblaient pour pratiquer le dharma. Ça s'appelait Chegar, c'est-à-dire le gar ou le campement du dharma. C'est comme Serta Chegar ou Yangshen Chegar, que l'on a encore de nos jours, mais le mot gar ou campement désigne à proprement parler un groupe de tentes. Mais plus tard, les gens ont donné aussi ce terme de gar ou campement à un groupement de maisons. Mais c'est plutôt une sorte de surnom plutôt que le véritable sens du mot gar. Gar, c'est vraiment un campement, c'est-à-dire un rassemblement de différentes tentes. Maintenant, quand on rajoute à ce mot gar, Chen en tibétain, c'est-à-dire grand, donc on fait référence à un campement qui est soit grand par sa taille, soit grand par son nom et sa réputation. Donc c'est pour ça que l'on appelle le Garchen, le grand campement. Donc plus tard, on l'a appelé le grand campement de Karma, Karme Garchen, le grand campement de Karma, en raison de la relation directe entre le grand campement et le Karmapa. Et donc le grand campement du Karmapa, Karme Garchen. Donc il existe également une tradition qui consiste à appeler le Karmapa et ses fils de cœur les Garpa Yapse, c'est-à-dire les maîtres et disciples du campement. Mais c'est un terme qui est utilisé principalement dans les autres lignées, mais dans la lignée Karma Kamsang, on n'emploie pas vraiment cette terminologie-là, d'employer Garpa Yapse, les maîtres et disciples ou pères et fils spirituels du campement. De même, les premiers et les derniers Tsangpa Desi, c'est-à-dire les gouverneurs de Tsang, ont été appelés Depagarpa parce que c'était des protecteurs du Karmapa. Mais ils n'étaient pas en lien directement avec le Tsangpa Desi et le grand campement. C'était parce que c'était les sponsors ou c'était les protecteurs du Karmapa, mais ce n'était pas directement en lien avec le campement en tant que tel. Donc, quel est donc le lien direct entre le grand campement de Karma et le Karmapa Mikyo Dorje, le seigneur du Dharma Mikyo Dorje? Donc, si c'était comme aujourd'hui, on pourrait dire que le grand campement du Karma, de Karmapa, serait en gros comme la société qui fait travailler le Mikyo Dorje. Et Mikyo Dorje serait
serait comme le président, ou le superviseur, ou le président. Donc le grand commandement serait donc comme les quartiers généraux ou le siège social de l'entreprise, plutôt les headquarters. Ça s'entend un peu le mot headquarter, donc les quartiers généraux du Karmapa, si on employait la terminologie actuelle. Donc je pense que le grand campement de Karma est différent de ce que l'on appelle les Labjang en tibétain traditionnel. Un Labjang, normalement, c'est la résidence principale d'un grand lama ou d'un lama ayant un certain statut ou l'organisation de personnes qui servent normalement à soutenir la subsistance d'un tel lama. Par exemple, s'il y avait un lama qui s'appelait Lama Tashi et qu'il avait un Labjang, ce serait donc le bureau qui serait directement lié à ce Lama Tashi à titre privé. Mais le grand commandement, c'est autre chose. Et bien qu'il était directement lié avec le Karmapa, ce n'était pas le bureau privé du Karmapa. C'était une organisation pour administrer et organiser la lignée Karmakagyu dans son ensemble. Donc le Garchen et le Labjang, ce sont deux choses différentes. Je pense que c'est pas exactement, c'est pas la même chose. Donc, quand le grand campement s'est-il développé pour la première fois? C'est difficile à désigner l'époque exacte à laquelle cela a commencé. Mais est-ce qu'il existait à l'époque du premier Karmapa du Sumikempa? Je ne pense pas qu'il existait. Il n'existait probablement pas à cette époque. Parce qu'à son époque, du Sumikempa était d'abord un moine et un lama ordinaire. Et c'est vers la fin de sa vie qu'il est devenu très célèbre. Mais avant cela, c'était un moine qui pratiquait dans les retraites, dans les montagnes en solitaire. Et quand il voyageait souvent seul ou avec 3 ou 4 disciples. Je ne pense pas qu'il ramenait beaucoup de monde avec lui. Parce que pour amener beaucoup de monde avec soi, il faut de l'or, il faut des vêtements, il faut des chevaux, il faut beaucoup de conditions et de fournitures pour pouvoir voyager à un grand nombre. Du fourrage pour les chevaux, etc. Donc je pense qu'à cette époque, à l'époque de Desum Kempa, il était difficile de rassembler autant de fournitures pour un voyage de groupe. Le deuxième Karmapakshi et le troisième Karmapa Ranjung Dorje ont tous deux voyagé pour être des gourous auprès des empereurs mongols, mais leur vie, c'était une vie de yogi. Et ils n'étaient pas des gens qui vivaient dans un luxe élaboré. Karmapakshi pratiquait essentiellement, passait son temps et partageait essentiellement dans la pratique, mais bien sûr il voyageait, mais il ne voyageait pas dans le grand faste, dans l'abondance, dans une sorte d'opulence. Donc comment on peut définir la date de création du grand campement? On le sait grâce à un écrit de Karma Chinlepa. Lorsqu'il parle du 4e Karmapa, Rilpe Dorje, il dit « Il s'est particulièrement attaché à la pratique du Vinaya » et à partir de ce moment-là, le grand campement devint plus impressionnant et très bien organisé. Il y a eu donc une influence particulière et importante sur les enseignements. Donc, à partir de cette citation, on peut comprendre que il y avait peut-être pas forcément le grand campement devait exister avant le peut-être Karmapa Rilpe Dorje, mais ça existait peut-être, mais vraiment c'est à l'époque de Rilpe Dorje qu'il a pris de l'ampleur et s'est organisé, et que ça a pris la forme d'un campement. En tout cas, l'auteur de ce texte, Karma Chinlepa, qui est un disciple du 7e Karmapa,
on ne peut pas vraiment douter de sa parole parce que le 7e Karmapa, c'était une époque où le grand campement était à son apogée. Donc je pense que nous pouvons prendre ces paroles comme une base solide pour notre récit du grand campement. Donc je pense que l'on peut ainsi se baser, et les écrits de Karma Chinepa sont très importants pour cela, parce que c'est un contemporain du 7e Karmapa. Un savant moderne, Don Carlo Zanchine, dit que le grand campement actuel s'est développé à l'époque du 7e Karmapa et qu'il faut lire l'histoire de la lignée Karma Kamsang pour un compte-rendu détaillé. Mais puisqu'à l'époque, c'était l'époque du 7e Karmapa, c'était là où le grand campement s'est développé le plus, c'est probablement pour cette raison que cet érudit parle ainsi. Donc c'est compréhensible, mais car les autres histoires de la biographie n'expliquent pas clairement les origines du développement du grand campement. Donc même si ce n'est pas très clair, l'origine du grand campement n'est pas forcément très claire, on peut dire que, pour beaucoup, ils vont dire que c'est à l'époque du 7e Karmapa de Shodra Gamso, mais grâce à Karma Chinepa, on peut comprendre que ça n'était que c'était à l'époque de Jolpe Dorje. Mais, à part ces écrits de Karma Chinepa, je n'ai pas trouvé non plus de compte-rendu clair de l'origine du campement. Donc le grand érudit Thupten Punso dit que lorsque Choje Jolpe Dorje, le 4e Karmapa, est revenu de Chine au Tibet, beaucoup de fidèles et de monastiques et de laïcs qu'il a rencontrés sur son chemin ne supportaient pas d'être séparés de leur gourou et l'ont suivi. Et ils sont tous arrivés ensemble à Tsopu. Et ils installèrent autour de Tsopu un campement près de la résidence de leur gourou. Et ils passèrent leur temps à s'efforcer à pratiquer leur spiritualité en accord avec leur capacité. Et ce fut l'origine du campement du Dharma de Karmapa, écrit-il, Thupten Punso. J'ai passé plusieurs jours à parcourir les différentes histoires et biographies de la lignée du Dharma Kagyu pour trouver une description aussi claire du développement du campement, mais je n'en ai pas trouvé une. Donc j'ai vu de vieux manuscrits historiques et biographiques, mais je ne peux pas extrapoler à partir de preuves. Pour l'instant, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, si nous examinons les paroles de Karma Chinepa qui sont mentionnées, nous pouvons dire que c'est à l'époque de Jolpe Dorje qu'un campement couvrant une grande superficie s'est organisé et s'est développé pour la première fois. Et ce campement est clairement mentionné dans le récit de la libération de Jolpe Dorje, écrit par Kumpang Kungalodre et Karma Könchok Sheni. Donc ensuite, comme la vie de Mikyo Dorje, de Jolpe Dorje, pardon, est très reliée avec le grand campement, je ne vais pas vous expliquer sa biographie ou son histoire de libération complète, mais je vais vous en présumer les points importants. Donc le 4e Karmapa, Jolpe Dorje a pour précédente incarnation le 3e Karmapa, Rongjung Dorje. Alors qu'il se trouvait au palais de l'empereur mongol à Chandu, le 3e Karmapa, Rongjung Dorje, a dit, donc Chandu c'est la vieille capitale. Et à cette époque-là, a dit à Toyong Goshi, c'est je crois Shogel Palpa, que dans sa vie prochaine, il renaîtrait dans la région orientale de Kongpo. Et en conséquence,
Karmapa Rinpoche Dorje est né dans la région de Kompo, dans le Tibet occidental, oriental. Oyan. Ta? Je vous en ai déjà parlé précédemment, mais pour vous le remémorer, donc son lieu de naissance il est né à Namzong, dans le Gongchen Pankar de Moa. Et son nom, son père c'est Sonam Dondrup et sa mère Zongza Sundru. Et il est né l'année de dragon de fer mâle en 1340. Et il est décédé en 1383 à l'âge de 44 ans. Karmapa Rinpoche Dorje est né à Alarong, et qui l'a reconnu comme étant la réincarnation de Rongjung Dorje, c'est Togden Gampo Gyaltsen. Donc ses principaux lamas, quels étaient ces principaux lamas? C'était Gyalwa Yongtumpa, Kajupa. Il avait aussi Tongden Gampo Gyaltsen et Tongden Dar Gyalwa. Donc ce sont ces trois principaux gourous, ces trois principaux lamas. Donc il a renoncé au monde et il a reçu la pleine ordination à Dondupal par le Kenshen de Gendunwang. Il a reçu le nom monastique Zamlin Chögyerapa. Donc Zamlin Chögyerapa, qu'on le retrouve régulièrement, c'est le nom de Karmapa Rinpoche Dorje. Donc il comprenait spontanément le Dharma immédiatement. Donc il n'avait pas beaucoup besoin d'étudier. Il est expliqué que donc, il était particulièrement attaché aussi à la non-consommation de la viande et de l'alcool. Et chaque fois qu'il voyait un endroit où il y avait des ossements d'animaux, il se mettait à réprimander les personnes pour avoir mangé de la viande. Parce que dans le Garchen, à cette époque, dans ces monastères, à l'époque du troisième Karmapa, Rongjung Dorje, il y avait des règles très fortes pour ne pas manger de viande et boire d'alcool, bien sûr, pour toutes ces personnes. Mais particulièrement, et c'était donc il laissait tous ces livres complètement ouverts, c'est les livres qu'il avait là, il laissait les grands volumes ouverts autour de lui, et puis il s'endormait. Et pendant son sommeil, dans le rêve, il s'incarnait, il s'émanait en différents, par exemple 15 ou 16 émanations de lui-même, et il étudiait les textes. Et quand il se réveillait, et à son réveil, il connaissait la signification de tous les volumes. Donc, il apprenait tout pendant ses rêves.
Donc il a dit, bah, ce que je fais en rêve, c'est un peu comme ce que fait un magicien. Donc c'est pareil, hein, faire un magicien, un magicien va nous faire de la magie assez facilement, et pour moi, m'émaner en rêve, c'est très facile, c'est aussi facile que ça. Et J.K. Martinepa dit aussi que c'était quelqu'un d'extrêmement réalisé et très érudit. Donc il n'avait pas beaucoup besoin d'étudier. Et on dit que de tous les 8 premiers karmapas, les 7 premiers karmapas, le plus érudit en matière de Madhyamika et de Tsema, de Pramana, la validité, c'était lui, Rinpoche. Donc il connaissait le dharma spontanément, il n'avait pas besoin vraiment d'étudier. Donc pour Karmachinepa, c'était lui vraiment le plus érudit. Parmi les 7 premiers karmapas, c'était vraiment lui le plus érudit. Dans ses disciples comme Shamal Köncho Wangpo aussi, on parlait grandement de ses qualités. Et lui dedans donc aucun n'était meilleur que lui dans l'écriture, dans la poésie non plus, et il a eu des disciples extraordinaires comme Kachor Wangpo, le Shamar Rinpoche. Donc l'année du singe de feu en 1356, le 14e empereur de la dynastie de Yuan, Tongun Temur, et son fils Ayutthara ont envoyé des offrandes d'invitation pour l'inviter. Voilà, l'Open Temur, Tongun Temur. Donc en tibétain, on dit que c'est le 14e Khan de l'Empire mongol. Mais chez les Chinois, on dit que c'est le 15e. En tout cas, il est né en 1320 et il est décédé en 1370. Et pas besoin de parler de son règne, du temps de son règne. Donc il avait un fils, et ça c'est son fils, le prince qui aura la couronne. Donc, père et fils ont envoyé des offrandes d'invitation à Karmapa Rinpoche pour se rendre en Chine. Et à l'âge de 19 ans, au cours du 5e mois de l'année Chien de bois, en 1358, il a quitté Tsofu et s'est rendu en Chine par la route du Nord, par le Karma. En chemin, il s'est arrêté au Manasat Kamagun et de Kamalating. Dans l'histoire du Dharma au Tibet, qui s'appelle Un festin pour les érudits, il est expliqué que à cette époque, il y avait 5 yogis qui sont venus devant le Karmapa et qui lui ont dit, nous, on va aller à la montagne de Wutaichang, en Chine. Et ils lui ont donné quelque chose, c'était une sculpture faite dans l'arbre de la Bodhi, une sculpture faite par Nagarjuna, et il leur a dit, nous vous la donnons pour le moment, gardez-la, et ne la donnez à personne avant que nous soyons à nouveau tous les 5 ensemble. Et cette statue, ce support en bois, on appelle le Jowo Gandola. Pardon, oui, ils ont offert cela au Jowo Gandola. Et on dit qu'ils étaient des émanations du protecteur de Dharma. Et à partir de là, on ne sait pas où ils sont allés. Mais à partir de ce jour-là, c'est devenu le sanctuaire principal. Et il y faisait des offrandes pendant chaque session. Il s'est prosterné et les contournait, faisait les koras, les correspondulations, 4 fois par jour, 4 sessions par jour.
Et cela fit une forte impression sur l'entourage et ils étaient très attentifs à cette représentation sacrée. Cependant, les anciennes histoires de la biographie de Rinpoche Dorje ne sont pas aussi claires quant au moment où cela s'est produit. Mais en tout cas, c'est le principal sanctuaire du Grand Campement. Il s'appelle le Gondola. Donc on peut voir une représentation avec le stupa de Bodh Gaya, sous la forme du stupa de Bodh Gaya, donc c'est ça ressemble à ça. Donc, ce support de vénération, qu'on appelle le Gondola, c'est devenu le principal support de vénération du Garchen. Donc, en Inde, les temples où le Bouddha avait séjourné étaient appelés par un nom spécial comme Gandakurti ou Gandalaya. Donc, ce sont des termes spécifiques qui sont donnés aux endroits où le Bouddha a séjourné. Et je pense que Gondola, c'est un dérivé de ces termes. Ils ont pris ce terme-là. Donc, si on le traduisait en tibétain, ce serait Chisankang Kongarawa, c'est-à-dire un très bon palais ou alors un monastère, une sorte de temple. Donc, c'est devenu le premier sanctuaire pour les karmapas successifs ou le premier objet sacré. Donc, dans l'histoire de la biographie du 7e Karmapa, Goshri Paljor écrit « Le support suprême pour la méditation des incarnations successives du porteur de la coiffe noire, l'émanation du régissement du lion, le 6e Bouddha, est appelé le Jowo Gondola. C'est en présence de l'image inégalée, une claire sculpture de 1000 Bouddhas dans l'étonnant matériau du bois de la Bodhi, un merveilleux temple suprême de Ganda, que les cheveux de notre guide ont été coupés. » Cela décrit que le 7e Karmapa, Shodra Gamso, s'est fait couper les cheveux ou a prononcé ses vœux de novice dans ce sanctuaire. Et je pense que c'est probablement à l'époque du 7e Karmapa que la tradition de faire l'arrangement élaboré du Gondola a commencé. Et je pense que ça a débuté à l'époque du 7e Karmapa. Donc je vais vous en parler un petit peu de cette Gondola élaborée un peu plus tard. Mais il y a quelques jours, j'ai reçu un texte intitulé « Un catalogue du Gondola, l'image suprême du grand campement » composé par Shamar Kongcho Yenlak. Et dans ce texte, il décrit le Gondola comme ayant 7 excellentes qualités. Donc, il est décrit comme étant un support de vénération possédant 7 excellentes qualités. Donc, excellent matériau, excellente image, excellent fabricant, excellente origine, excellent pouvoir, excellente activité, excellente bénédiction. Donc, ça en fait 7 excellences. Donc, dans ce texte, ces 7 excellences sont décrites. Donc, je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous en parler des points essentiels. Donc, qu'est-ce que c'est que l'excellent matériau? Et parce que le Gondola est fabriqué à partir du bois de l'arbre de la Bodhi à Bodh Gaya. Et c'est pour ça que il est fait d'un matériau précieux ou excellent. Donc, l'excellente image, l'image excellente, c'est la représentation de la statue de la Mahabodhi qui est dans le temple Gondola à Bodh Gaya. Donc, c'est ce temple qui a été construit par l'empereur Ashoka à côté de l'arbre de la Bodhi. Et donc, c'est la statue que l'on peut voir quand on regarde à travers de la porte de ce temple.
je vous en parlerai plus en détail plus tard. Donc, sa troisième et la quatrième des qualités, on ne sait pas parce que le document a perdu ses 2 pages, a perdu les pages qui le décrivent. Donc, l'excellent fabricant et l'excellente origine ne sont pas, on a perdu les pages. Donc, le 5e excellence, c'est l'excellent pouvoir, parce que partout où cette image a été apportée, le sol tremblait, la foudre clignotait et tous les incendies, inondations, poisons, armes, maladies, etc. ont été pacifiés et ne se sont plus reproduits. Donc, c'est pour ça qu'il a un pouvoir particulier. En 6e, c'est l'excellente activité. C'est parce que, puisque le Karmapa est l'incarnation de l'activité de tous les Bouddhas, depuis que le Karmapa, incarnation de l'activité de tous les Bouddhas, s'est prosterné et lui a fait des offrandes, il a apporté dans de nombreux endroits en Inde et au Tibet et en Mongolie un grand profit aux êtres. C'est pour ça que c'est une activité excellente. Et en 7e, c'est les excellentes bénédictions parce que, comme il est dit dans les sutras de la Prajnaparamita, les êtres qui entrent dans la zone autour du siège Vajra de Bodh Gaya ne seront pas blessés, sauf si c'est un karma qui arrive à pleine maturité. Donc, puisque cette image était faite de bois de l'arbre de la Bodhi, elle avait les mêmes bénédictions que celles qui sont propres au lieu sacré de Bodh Gaya. Et ensuite, si on fait des visualisations, qu'on fait la visualisation en face de soi ou que l'on visualise soi-même sous la forme d'un yidam, à ce moment-là, en face de cette image, toutes les bénédictions seront encore beaucoup plus fortes et plus rapides que de méditer sur d'autres divinités. Mais maintenant, on n'entend plus parler de ce Gandola. Moi, j'en ai jamais entendu parler, on entend parler. Donc pourquoi? Où est-il parti? Où a-t-il disparu? Et c'est probablement après le 10e Karmapa, lorsque le Mongol Gushikan a détruit le grand campement, c'est probablement à ce moment-là que ça a disparu. On ne sait pas ce qu'il est devenu des Gandola. Le secrétaire privé du 16e Karmapa, Rinchen Palzang, a écrit dans un catalogue de Tsurpu, le catalogue de Tsurpu, qu'il a été confisqué par le seigneur régional. Donc ils l'ont pris. Que le gouvernement local l'a pris. Mais moi j'ai discuté avec les personnes qui étaient dans l'entourage du 16e Karmapa et ils disaient qu'à l'époque on n'en parlait pas beaucoup. On ne parle pas peu de ça dans l'entourage du 16e Karmapa. Mais dans les années 70, il y a un occidental qui s'appelle Nick Douglas et Merrill White ont écrit un texte. Ont écrit dans les années 70 un texte qui s'appelle le Black Hat Lama. The Black Hat Karmapa, the Black Hat Lama of Tibet, c'est-à-dire le Karmapa, le lama à la coiffe noire du Tibet. Donc voilà le livre. Donc c'est dans les années 70 que ce livre a été publié à Londres, dans la capitale de l'Angleterre. Et dedans, il y a des interviews de personnes qui vivent au Sikkim. Et des photos des Karmapas et de ses disciples de cœur qui vivent au Sikkim. Et dans l'une d'elles, il y a une image du Bouddha faite par Nagarjuna. Et derrière, il y a des images des actes du Bouddha et d'un temple. Et cette image aurait été donnée par le 4e Karmapa, Rolpe Dorje. Voilà la photo. C'est ce qui est écrit. Et donc, dans l'anglais, il est dit, c'est la statue du Lord Bouddha, et que derrière sont représentées les activités du Bouddha.
et qu'il a été offert et qu'il a été offert lorsque le Pédorgé se rendait en Inde, en Chine, pardon, par deux sages indiens, et que c'est le Siddha Nagarjuna qui l'a fabriqué. Donc j'ai regardé cette image plusieurs fois et quand je regarde les anciennes histoires, les livres d'histoire anciens et les anciennes histoires de la lignée Karmapa, je pense que c'est possible que ce soit une photo du gondola, que ce soit ça. Mais dans le catalogue des artefacts de Tsorpo, et dans l'histoire et les histoires orales, il n'est pas mentionné qu'il s'agit de l'image de gondola. Mais donc je me suis dit, mais pourquoi on n'en parle pas tant que ça? Mais parce que, en raison de sa signification historique et du fait qu'il s'agit du principal objet sacré du grand campement, je pense qu'ils ont dû s'inquiéter que dans le passé, ils ont dû s'inquiéter que les seigneurs locaux l'emportent. Alors ils en ont minimisé l'importance et ils l'ont pas appelé comme étant le gondola. Ils n'en ont pas beaucoup parlé et ils n'ont pas dit que c'était fabriqué par Nagarjuna, etc. Mais si quelqu'un en sait plus à ce sujet, j'espère qu'il pourra nous donner plus d'explications. Donc moi, je pense que c'est ça le gondola. Parce que c'est bon, ça ressemble à quelque chose qui a été dans une très belle fracture, Trisamkhang, et qui a la signification en tibétain de ce que ça signifie gondola. Et en plus, selon la configuration, si on regarde dans cette orientation-là, effectivement, on ne voit pas le sommet du stupa. Donc, je pense que c'est possible que ce soit donc que c'est ça, le gondola. Mais s'il y a des personnes qui ont des informations dessus, j'espère qu'ils pourront me les passer. Et on pourrait continuer à avoir plus d'explications. Donc ensuite, Karmapa Mikyo Dorje continue son voyage. Et il s'est rendu à travers le Tre, puis il est parti à Ling, dans les endroits qu'on appelle Treo maintenant, ou Lingsang maintenant. Et il arriva à Machu Linghu. C'est là où il y a une rivière, la rivière Machu. Donc c'est dans un endroit qui se trouve maintenant dans l'Amdo. Et il s'assit sur un trône de pierre et il a donné beaucoup d'enseignements du Dharma. Et cet été-là, à côté du trône, ou en bas du trône de pierre sur lequel Rinpoche Dorje enseignait le Dharma, cet été-là, une fleur jamais vue auparavant poussa à la base du trône, avec une tige et 8 branches. Et chaque branche avait 8 fleurs, et chacune d'elles avait 1000 pétales jaunes, et une couronne rouge et un centre jaune. Et tous ceux qui l'ont vu ou entendu parler de cette fleur ont été stupéfaits. Il y avait un geshe qui s'appelle Kyuru Tempa. On a fait une image. Il s'est dit cette fleur est tellement extraordinaire que ce serait bien qu'elle soit diffusée. Donc il n'y avait pas d'appareil photo à cette époque-là. Hein. Donc il l'a dessinée ou alors est-ce qu'il a fait une empreinte de la fleur et puis il les a peintes, mais en tout cas il en a fait une représentation, une image qu'il a largement diffusée dans le Tibet, dans beaucoup de contrées. Et toutes les personnes qui voyaient ne serait-ce que la représentation, cette image
de cette fleur, développer instantanément de la foi. Ensuite, il s'est rendu à la frontière entre la Chine et le Tibet qui s'appelle Gachu, Gasu. Donc l'empereur avait envoyé un grand nombre, un grand groupe pour l'escorter. Mais il se rendu compte que ce n'était pas le moment pour aller en Chine, alors il se rendu dans la région de Minya, à Xia, à Hambing. Et quand il s'est rendu à Xia, donc dans cette région de l'Ouest, il y avait beaucoup de conflits. Et jusqu'à l'âge de 25 ans, il a apaisé tous les conflits et les querelles. Puis, l'empereur le convoqua à nouveau. Et il craignait que si le Pédogène ne venait pas, l'empereur ne cause des dommages au monastère. Donc il a reçu encore une nouvelle lettre d'invitation et Rinpoché vit qu'il était temps d'y aller et s'est rendu à Shingun, c'est-à-dire la région qui s'appelle Lingtao. Et c'est le monastère de Chengompa qui est de Shögyal Pakpa. Il arriva au monastère, il est au monastère de Trulpa de Sakya Pandita, Sakya Panchen, à la limite nord de la ville de Gondenejen. Donc il est arrivé dans ce monastère et puis il allait à Minya et puis il a donné beaucoup d'enseignements dans ce monastère et dans cette région de Minya. Il a donné beaucoup d'enseignements à beaucoup d'êtres. Alors à sa droite, il y avait un traducteur mongol et puis un autre traducteur à sa gauche. Et aussi, avec aussi un autre traducteur pour le chinois. Et il était ainsi traduit dans 3 langues et a donné des enseignements du Dharma. Puis un jour, il arriva à Guncham. Donc les gens se posaient des questions. Il s'est dit, je vais faire un rêve. Et les gens étaient malades, mais il a fait un rêve et puis les gens ont guéri. Donc il a dit, je vais dormir, ne me réveille pas. Parce que je vous ai déjà dit, hein, tous ceux qui faisaient ces activités, ils les faisaient en rêve, la plupart. Il a dit de ne pas le réveiller. Et quand il s'est réveillé, toute la maladie avait disparu. Donc les gens se sont dit, tiens, c'est extraordinaire, comment faisait-il? Comment fait-il? Et il a dit, moi, dans mon rêve, je suis allé au Potala, et il y a Chenrezi rouge, et il a un bumpao de nectar dans ses mains, et il m'a donné ce nectar, et il m'a dit, bois-le. Donc moi, je l'ai bu. Et quand je l'ai bu, donc j'ai fait une expérience de grande clarté, et la maladie a disparu. Donc c'est vrai qu'il faisait beaucoup de ces activités et ces miracles dans les rêves. Puis, peut-être qu'on va s'arrêter là, on va faire la pause maintenant ici.
Donc ensuite, le 12e mois de l'année du Ra, en 1360, le 12e mois, Rinpoche Dorje est arrivé à Daidu, la capitale des Yuan. C'est à l'heure actuelle près de la capitale qui est Pékin. Donc il a résidé à un endroit qui s'appelle Cheteongpo. Je ne sais pas comment on le dit en chinois par contre. Donc il a donné à l'empereur et à son fils, il a donné à l'empereur les initiations de Vajrayogini et des enseignements sur les 6 yogas de Naropa et sur le Mahamudra et au prince, il a donné des initiations en plus de Galwa Gamso, ainsi que les contes des Jataka, des textes racines et commentaires du Lama, continue sublime, les textes racines et commentaires de l'ordonnance des sutras, le Dodegen, le texte racine et les commentaires du Kalachakra, etc., ainsi que les textes indiens. Il a aussi donné des enseignements sur les dharmas, du dharma aux autres membres de la famille royale, ainsi qu'aux grands maîtres et aux grandes personnes importantes, aux dirigeants et aux monastiques et laïcs de Chine, de Mongolie, d'Ouïghour, de Tangyut et de Corée. À l'époque, on appelait cela Kaoli. Donc, aussi en Corée, il a donné aussi aux principaux dirigeants et aux personnes les plus importantes de Corée des enseignements du Dharma. Donc il est resté environ 3 ans en Chine, peut-être 2-3 ans, pas loin de 4. Et un jour, Tshiji Rinpoche Dorje a dit à Gongong Rinchen Pel j'ai fait un rêve avec des présages que la situation politique de la dynastie des Yuan n'est pas bonne et que l'empereur ne vivra pas longtemps. Donc même si je reste le plus longtemps, qu'on continue comme ça, on ne pourra pas empêcher cela. Donc nous devrions demander avec insistance à rentrer au Tibet. Et en même temps, en retournant au Tibet, en chemin, on pourra aider un grand nombre de personnes. C'est ce qu'il dit à Rinchen Pel. Donc, il a demandé au roi et à son prince plusieurs fois l'autorisation de rentrer, mais ils ne leur ont pas donné la permission. Alors, une fois, il a encore demandé. Le prince versa des larmes et il dit « Guru Rinpoche, Lama Rinpoche, s'il vous plaît, restez quoi qu'il arrive. Ayez de la compassion pour nous. » Donc l'empereur de Yuan, on dit que c'est la première fois qu'un roi de Yuan chinois pleurait face à un maître tibétain. Donc il y avait aussi 2 ministres qui se sont prosternés devant Karmapa, Rinpoche Dorje, et ils s'agenouillèrent et lui dirent « Lama, après votre arrivée, les épidémies ont cessé. » Et le prince a eu un fils. Et tous les problèmes qu'il y avait à l'intérieur et à l'extérieur se sont apaisés. Pendant que, durant le séjour de Karmapa Rinpoche Dorje, elles se sont tous arrêtées et le royaume est devenu plus prospère. Et même l'empereur et le prince vous ont demandé de rester en versant des larmes, les larmes aux yeux. Le peuple aussi, on vous appelle le gourou de bon augure qui apporte les bonnes récoltes.
parce que qui apportait bonne récolte parce que le blé et la moisson étaient abondantes pendant son séjour. Donc pourquoi insistez-vous tant pour retourner au Tibet? Donc, est-ce qu'il ne serait pas bon que, comme Drogön Chogyal Pakpa et Kublai Khan et l'empereur de l'époque, je crois que c'est Kublai Khan. Sasanté ne se souvient plus vraiment du nom de l'empereur. Il dit, voilà, je n'arrive pas à penser clairement, dit Sasanté. Donc, il dit dans le passé, donc Chogyal Pakpa et cet empereur, vous répandiez les précieux enseignements. Le Bouddha, il vous engageait dans des activités politiques. Vous étiez le lama, il était le sponsor, et vous vous entraidez, etc. Donc, ce serait bien que vous fassiez pareil. Mais après qu'il ait dit cela, dans un moment d'un grand rassemblement, Rinpoche Dorje a déclaré, il a dit, il vaut mieux mettre fin à ce jeu. Par exemple, des fois on joue à quelque chose. Par exemple, au centre d'un marché, on va par exemple jouer. Il y a beaucoup de gens. Il dit, mais ce serait mieux d'arrêter de faire ce genre de grand rassemblement. Donc je n'ai fait que rendre service et supplier les trois joyaux au nom de l'empereur et du prince. Mais pour moi, je n'ai aucun décret ni aucun rang lié aux affaires politiques et en plus je n'ai aucune compétence à ce sujet. Un moine, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un moine? Un moine doit aller là où il doit aller, là où c'est le mieux qu'il aille, et pour faire le bien des êtres et répandre l'enseignement. Mais ce n'est pas bon qu'il reste attaché à un seul pays. Donc s'il se déplace et qu'il va là où c'est nécessaire, c'est un bon pratiquant. Donc les ministres avaient beaucoup de respect pour lui, donc ils ont tout noté ses paroles. Donc il a demandé très sérieusement et à plusieurs reprises et avec insistance à rentrer au Tibet. Alors il reçut une occasion et reçut l'ordre l'autorisant son retour au Tibet. Et on lui donna des cadeaux. Et toutes les dispositions pour le voyage les fournitures lui ont été fournies. Par exemple, les chevaux, la nourriture et tout ce qu'il fallait. Avant que Mikyo Dorje arrive à Lütsang, il demanda à l'empereur des lettres et des grades pour tous les différents seigneurs de Hu et de Tsang, et que l'empereur lui accorda. Ce fut une grande bonté. Parce que si un lama avait le soutien du roi de Chine, c'était très bon pour toutes les générations à venir. Et sinon, s'il n'y avait pas de soutien politique avec des titres des Chinois, du gouvernement chinois ou de l'empereur chinois, c'était plus difficile pour les générations à venir de ces lamas. Donc il demanda et il obtint aussi un titre de Guoshi et un timbre de cristal pour le Kempo qui était à l'époque Palden Chok. Et donc particulièrement donc c'était pour Palden Chok du monastère de Drogön Chogyal Pakpa. Et c'est notamment à cette époque que le premier seigneur de Pamodrukpa, Jamsub Gyaltsen, Pamodrukpa Jamsub Gyaltsen, qui avait pris le contrôle politique du Tibet pour la première fois. Et beaucoup de choses lui arrivaient et les gens ont expliqué à Rinpoche Dorje et Rinpoche Dorje a aidé à résoudre les conflits que vivait le seigneur de Pamodrukpa.
Et donc, il a demandé le titre de Taisitu Rinpoche et il lui a donné ce titre de Taisitu Rinpoche, de Taisitu pas Taisitu Rinpoche, pardon. Il lui a donné le titre chinois de Taisitu, qu'il a été donc donné à Jamshu Gyaltsen de Pakjo, et ce qui lui a aussi donné aussi une assistance militaire. Et ça a été un grand bienfait pour le seigneur de Pakjo, qui s'appelle Jamshu Gyaltsen. De même, il a eu un lien avec le Dharma, avec le Guru Sakyapa Sonat Gyaltsen. Il l'a respecté, il l'a élevé en rang, et ce qui aussi a été un grand avantage pour tous les Sakyas. Quand je dis Taisitu, c'est un titre, hein, ça n'a rien à voir avec Taisitupa que nous on connaît. Juste une précision de traduction. C'est un titre chinois honorifique. Donc de même, 50 ans après la naissance de Rinpoche Dorje, à Ütsang, il y a une rébellion entre les Drikung et les Sakyapa. Donc les Sakyapa et les Drung ont eu une grande querelle et Rinpoche Dorje a résolu la querelle et a reconstruit le monastère de Drikung. Donc c'est pour ça qu'il a été très utile aussi, très bénéfique au Drikungpa. Donc, il a été très utile à beaucoup de grands lamas de Lütsang. Il les a aidés, il les a sponsorisés, il les a aidés, il leur a donné des titres grâce au lama chinois. Ensuite, il a traversé la région de Tangu, de Minya, et a suivi la route du Nord, et puis il est allé à Kangsu, où de nombreux fidèles sont venus pour le voir, et certains venaient de d'Alamsun pour le voir. Et ce Karmapa, le Rinpoche, accordait ses bénédictions tous les jours. Donc du matin au soir, il donnait ses bénédictions aux gens, sauf il faisait qu'une seule pause pour manger ou lorsqu'il méditait. Et il lui a fallu 19 jours pour bénir tout le monde. Du matin au lever du soleil jusqu'au coucher du soleil le soir, il donnait des bénédictions aux gens individuellement et ça a pris 19 jours pour que toutes les personnes. Donc, ce serait difficile pour quelqu'un d'ordinaire de donner des bénédictions comme ça tous les jours, pendant 19 jours d'affilée du matin au soir, mais pour lui, ça n'a pas été source de souffrance physique, de difficulté. Et à cette époque, lorsqu'il vivait à Kangsu, donc c'était beaucoup plus grand que le Kangsu Shinchen de maintenant. Il y a eu une grande épidémie à ce moment-là. Et une très grande épidémie semblable au Covid-19, de la Covid que nous avons maintenant. Et beaucoup de gens sont morts. Donc ces serviteurs, ils avaient peur parce qu'ils avaient peur qu'ils tombent malades. Donc ils lui ont dit, voilà, il y a cette grande épidémie, donc que devrions-nous faire? Donc ce soir, Karmapa Rinpoche leur a dit, ce soir je vais prendre le contrôle de mes rêves et je vais voir quelque chose. Il a dit, mais ne me réveillez pas. Hein. Donc le soir, il fait ses récitations, il reste dans sa méditation, et puis après, peut-être ça correspondrait vers minuit, à notre heure de chez nous, vers minuit, 1h du matin. Il se met dans son lit et il s'endort. Et le serviteur qui était avec lui, qui s'appelle Kongong Rinchen, lui ne s'est pas endormi. Et Kongong restait éveillé, juste avant le réveil du soleil. Parce qu'il le suivait partout. Donc lui, il était au courant de tout ce qui se passait parce qu'il suivait tout le temps
Rinpoche Dorje. Parce qu'il leur a dit, ne parle à personne de ce que je fais. Donc il a dit, non, vous n'avez pas le droit d'écrire cela, même pas d'écrire ce genre de choses dans les gens à l'avenir, de toute façon, si on les écrit, ils n'y croiront pas. Et au contraire, s'ils n'y croient pas, ils n'auront pas de foi en moi. Et s'ils n'ont pas de la foi, ou ils ont une sorte de reluctance, ils iront dans les mondes inférieurs. Donc ce n'est pas bon d'écrire toutes ces choses. Mais peut-être que plus tard, quelqu'un a pensé que ce serait très bien de tout écrire. Mais quelqu'un a voulu écrire et au moment où on lui a apporté le papier, il a brûlé les papiers. En lui disant non, ça c'est vraiment pas bien, tu vas me faire de moi un menteur. Parce que plus tard, les gens ne comprendront pas. Donc, les gens, si les gens n'ont pas la foi et qu'ils vont croire que c'est faux, ils vont aller en enfer. Donc, après que Rinpoche Dorje décède, en pensant que ça pourrait éventuellement aider certaines personnes, j'écrirai quelques anecdotes, mais je n'écrirai pas tout, avec l'espoir que ça puisse inspirer certaines personnes. Donc, Goyong Gompal Rinchen c'est donc lui, il est resté éveillé alors que Karmapa Rinpoche Dorje dormait, il faisait donc son rêve. Juste avant le lever du soleil, il y a eu un énorme claquement qu'on a cru que la maison allait s'effondrer. Ça en faisait boum, badaboum de partout, et on a cru que la maison allait s'effondrer. Et à cet instant-là, Rinpoche Dorje s'est réveillé. Il s'est réveillé, il a demandé, il a dit à Kongo Rinchen, qu'est-ce qui s'est passé au-dessus de la maison? Qu'est-ce qui s'est passé sur le toit de la maison? Et il a répondu, il y a ça qui s'est passé, on a entendu un grand bruit, ça a bougé, etc. Et donc, Karmapa répondit, l'épidémie ne viendra pas jusqu'à notre région. Et même si elle vient, elle cessera complètement et partout la maladie s'arrêtera. Donc, Kongkong Rinchen a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et Rinpoche Dorje lui a répondu, dans son rêve, il a vu que un grand nombre de fantômes, une sorte de grande déesse noire et frénétique qui ont envoyé l'épidémie. Et il a dit, à ce moment-là, je suis devenu un énorme Garuda et j'ai couvert de mes deux ailes toute la province de Kangsu. Et je me suis émané comme ça et toutes ces déesses négatives, noires, qui envoyaient la maladie, je les ai avalées et je les ai toutes brûlées dans un feu ardent dans mon ventre. Et je les ai réduites en cendres. Voilà ce que j'ai ressenti. Après cela, moi, en tant que Garuda, je me suis posé sur le toit de la maison. Donc, bien sûr, tout ça, c'est une... Et il dit, mais pourtant, ça, c'est que quelque chose de mental. Hein, c'est quelque chose de mental. Donc, c'est vraiment bizarre qu'il y ait eu un impact réel sur la maison à l'extérieur. Il dit, c'est vraiment étrange. Et il leur dit, mais ne le répète à personne. Ne le répète à personne. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et le résultat, c'est que dans la région de Kangsu, la maladie n'est pas venue et la maladie ne s'est pas répandue. Donc, pendant son séjour à Kangsu, on lui faisait beaucoup d'offrandes. Environ 5700 chevaux. On lui offrait des vaches, des bœufs, de l'or, de l'argent, de la soie et des autres offrandes énormes. Il y avait donc beaucoup de personnes qui lui faisaient des offrandes. Et lui-même a dit ensuite
Il dit, utilisez ces offrandes pour offrir dans tous les monastères où il y a plus de 10 moines, utilisez ces offrandes pour leur offrir des portions de thé et d'autres offrandes dans tous ces monastères de Lu et de Tsang où il y a plus de 10 moines, au minimum. Donc, à cette époque, il y avait au moins au minimum 10 moines dans chaque monastère. Donc, d'une manière générale, tous les karmapas ont énormément fait d'offrandes et ont énormément fait le bienfait à toutes les traditions et à tous les monastères de toutes les traditions du bouddhisme au Tibet. Par exemple, particulièrement lorsque un karmapa décède, toutes ces offrandes sont faites dans tous les monastères, de toutes les lignées. Donc, il y a cette tradition très, très répandue de faire des offrandes, de grandes offrandes généreuses dans tous les monastères. Puis, il est revenu à Utsang, etc. Il les a envoyés avec Utsang et ensuite, il s'est rendu dans la région de Tsongkhapa et il a rencontré. Donc, Tsongkhapa était peut-être très jeune. Il lui a donné les vœux de Genyen et il lui a dit qu'il devrait plus tard faire ses activités et aller dans le Tsang. Et c'est plus tard qu'après, et suite à cela, Tsongkhapa dans le Tsang a été comme un deuxième Bouddha. Il a développé les activités du Bouddha comme un second Bouddha qui venait apparaître au Tibet dans le Tsang. Et ça, il y a eu cette prophétie de Karmapa Rinpoché qu'il a fait au jeune Tsongkhapa. Et dans d'autres livres d'histoire, on dit que c'est lui qui lui a donné le nom de Kobra Gyatsen. Donc, quand il s'est rendu de Chine, retourné au Tibet, c'est là qu'il a rencontré Tsongkhapa, quand Liski était très jeune. Donc les gens lui demandaient de rester au même endroit, mais lui, il ne voulait pas rester au même endroit. Donc il est allé ensuite à Khonsu-Wei, dans cette ville qui s'appelle Tulpa. Je suis pas certain du nom en chinois de sa sainteté, mais on appelle ça Margushumpa. C'est un endroit très agréable. Et c'est un endroit où il a créé un centre de retraite. Et à cette époque, il y avait donc une reine, ou comment dire, un peu la femme d'un grand ministre qui est venue le voir. Et elle lui a dit dans un rêve, j'ai entendu quelqu'un me dire, construisez une statue du Bouddha de la taille de la montagne isolée, de la taille d'une montagne. Donc c'était un grand sponsor. Donc c'était une grande sponsor, c'était peut-être un petit ministre, mais elle c'était un grand sponsor. Mais je ne sais pas trop. Donc donc elle voulait demander comment, elle a dit, je voudrais vous demander à Kundun, à votre sainteté, comment faire. Donc il est parti voir cette montagne qui s'appelait la montagne de Baden et il allait voir la taille de la montagne et cette montagne, elle était énorme. C'est vraiment une montagne énorme. Et quand il voit la montagne, la plupart des gens regardaient stupéfaits en regardant avec les yeux qui roulent, en secouant la tête et en se disant mais c'est impossible de construire une statue de cette taille-là.
Personne n'a pensé que ça pouvait ne serait-ce qu'être imaginable. À ce moment-là, Choji Rinpoche a souri et a dit « Oh, si, il y a un moyen. Donc, comment vous voulez faire? Vous allez coudre ensemble de la soie, vous allez coudre ensemble des tissus précieux et vous allez fabriquer ainsi une image de Bouddha en soie et tout ira bien. » Donc la dame, elle a réuni le gourou, les seigneurs, les artisans, etc. Elle les a tous appelés et elle dit voilà comment il faut s'y prendre, voilà ce qu'il faut faire. Donc on va faire une représentation de Bouddha, mais aussi grande que la taille de la montagne. Donc la plupart des artisans étaient des Chinois, hein, c'était probablement des intelligents. Et c'était des gens très très intelligents, hein, très malins. Mais il n'y en avait aucun qui arrivait à concevoir comment faire pour faire une image aussi grande. Donc ils ont dit non, c'est impossible, on ne va pas réussir à faire cela. Donc ils sont retournés voir le Karmapa. Donc ils sont retournés voir le Karmapa, le Pédangé, lui ont demandé voilà, mais comment on doit faire? Du moins, ils n'arrivaient pas à imaginer, ils n'arrivaient pas à concevoir le projet, ils n'arrivaient même pas à voir comment on pouvait faire le trône, simplement le trône. Donc, le Pédangé leur a dit pas de problème, je vais vous expliquer comment faire. Donc il leur a dit il y a beaucoup de pierres blanches au bord de la rivière, donc vous allez porter par exemple des pierres qui font la taille d'un poing et vous les amenez de la rivière et vous les amenez sur le flanc de la montagne. Donc dans le Chebe Gaden, le festin des érudits, il est dit que Rinpoche Dorje chevauchait un cheval blanc et qu'il leur a demandé de mettre une pierre blanche partout où le cheval laissait une empreinte. Donc partout où il y avait une empreinte de pied du cheval, les gens y mettaient une pierre. Donc la taille et les proportions ainsi furent parfaites. Donc il a dit voilà, maintenant vous avez ici une sorte de plan et maintenant vous devez coudre la soie pour le corps, etc. Et il dit il vous faut tout à la fois les ornements du Bouddha, etc. Et tout sera parfait, il n'y a pas de souci à se faire. C'est pas comme maintenant, on calculait pas en centimètres et en mètres. Il a dit bon, ça va coûter très cher aussi. Donc moi je vais en paierai moi-même 1/10 des dépenses. Et il a ainsi donné 1900 mesures d'argent. Je sais pas à combien je sais pas combien ça correspondrait d'argent maintenant, mais j'ai pas eu le temps de faire les calculs. Donc ensuite, donc voyez, donc Mikyo Dorje, il avait sur le sol fait avec des pierres blanches on va dire le portrait, le dessin, la maquette de la tanka. Puis la dame, donc elle a donné à 500 tailleurs le travail, elle a donné le tissu. Ils ont cousu une image du Bouddha mesurant. Alors quelle est la taille? Donc, par exemple, entre les deux oreilles de la tête du Bouddha, c'était la même distance qu'entre l'envergure des bras de 11 personnes. Et il était assis, les jambes croisées, le Bouddha assis, les jambes croisées, avec Manjushri à sa droite, Maitreya à sa gauche, et en bas, il y avait un siège en forme de lotus et des oiseaux, et en haut, les dieux et les déesses qui faisaient des offrandes, etc. Et ils étendirent donc cette grande tanka sur le flanc de la colline. Et le Karmapa bénit un jour où les bons signes astrologiques étaient réunis.
Et à cette époque, à ce moment-là, beaucoup de gens ont vu des signes miraculeux, tels que des arcs-en-ciel, des lumières brillantes, des tremblements de terre et des pluies de fleurs, etc. Voilà voilà le dessin. Pour vous donner une idée de ce que c'était. C'est pas exactement la même chose, mais c'est pour vous donner une idée, que vous ayez une sorte, vous arrivez à vous figurer à quoi ça pouvait correspondre. Alors, la taille, la hauteur, probablement la hauteur de la Statue de la Liberté que l'on a à New York. Pas forcément celle que du Bouddha lui-même, mais de toute la Tanka. De la même taille que le Noyan Kani en Chine. Je ne sais pas comment le prononcer en chinois. Donc c'est assez grand, hein? Donc ensuite, donc ils l'ont offerte à Mikkyo Dorje. Et dans le livre de l'histoire du Dharma, un festin pour les érudits, il est dit que lorsqu'il l'a rapporté au Tibet, il est dit que donc donc le Bouddha lui-même était fait en 32 morceaux et que les panneaux latéraux étaient faits de 8 morceaux, de 8 sections. Et l'histoire de la biographie de Karma Könchen écrit que cela a dû être chargé sur 44 zo, sont de forme de yak. Et comme les 44 zo ne suffisaient pas, il en avait encore 22 qui étaient en réserve parce que les zo ne pouvaient pas le porter. C'était tellement lourd qu'ils ne pouvaient pas le porter continuellement, donc il fallait faire un roulement. Et donc il y avait donc 66 zo pour transporter, pour l'amener jusqu'au Tibet. Donc les panneaux latéraux ont été donnés l'un à Drikung et l'autre à Pagdu. Et l'image principale du Bouddha était conservée à Kongpo Shoka. Mais plus tard, ça a été endommagé par le feu. Et comme c'était donc divisé en plusieurs morceaux, il manquait 5 paquets ou 5 morceaux de la partie supérieure du corps qui étaient manquants, qui avaient été détruits par le feu. Et donc, Shuddha Gyamso, le Karmapa, le 7e Karmapa, les a fait refaire à Tselhakang. Et la partie supérieure du corps a été conservée à Tselhakang et le reste du corps est à Ashoka. Mais ce n'était pas quelque chose d'une bonne interdépendance. Ce n'est pas de bon augure d'avoir séparé en 2 endroits le corps du Bouddha. Et de par l'interdépendance de ces 2 activités, ça allait créer quelques difficultés pour le Karma Kamsang. Et il aurait été important que tout soit conservé au même endroit, dit Paul Sunatangwa. À l'époque de 8e Karmapa, quand je pense que ce serait une excellente indépendance si l'image était conservée à Lhasa. Et le fait de dire qu'il pourrait y avoir quelques difficultés pour le Kamsang fait probablement référence à l'époque où il y avait 2 réincarnations du 4e Shamarpa, à l'époque de Mikkyo Dorje, et où le Kamsang était presque divisé. Et cette grande tanga, c'est le premier exemple d'une grande image de Bouddha en appliqué sur de la soie dans l'histoire du tibétain. Ça vient probablement de cette époque de Karmapa Rinpoche Dorje.
다른 친구들 주도 공원들다 공원들다现在잠잠한 이보들다电视机的 저걸 나와 공원만 되게 공부를 뭐修的 공원만 공부를 뭐修的 되는 가자 소부 그시 말리도 산 아니 배 레살라 레 멜라 사살라 사 레살라 레 가시 다 고란서 둘러서면 근데 전에 매없어 어다 되게 안 주지 로판부를 정도와 세마 다다 안 주는데 진짜를学이미 않고 별미리 초진이 재밌는 On n'en retrouve plus cette tanka. C'est dommage parce que sinon ça aurait été probablement le plus grand trésor que l'on aurait au Tibet. Et donc, pour vous donner une idée, c'est ce que j'ai demandé à ce qu'on fasse ce dessin. Ensuite, le pédagogue s'est rendu à Chongrung et à cette époque, à Dunhuang, et à cette époque, il y avait 3700 temples, dont certains avaient été construits par des empereurs chinois, d'autres par des empereurs mongols et d'autres par le roi tibétain Chirapalchen. Pendant son séjour dans cette région, il reçut des offrandes de chevaux et de chameaux en centuples et aux milliers, qu'il a offert afin que des lampes éternelles soient offertes dans les deux grands temples de Maitreya et les temples de Manjushri. Donc c'est là la relation qu'il y a entre Rebbe Dorje et Duanung. Ensuite, il s'est retrouvé dans la région de l'Amdo et du Kham et il est revenu à Kongpo. Comme l'avait dit le précédent Karmapa, Ronjung Dorje, il s'est rendu au premier lieu sacré de Tsari. Et il a ouvert ce lieu sacré. Et dès lors, Tsari est devenu un lieu de retraite et un lieu de pèlerinage, où de nombreuses personnes s'y rendent en pèlerinage ou restent en retraite de façon permanente. Donc c'est ainsi que Tsari est devenu un très haut lieu sacré du Tibet. Et il a ouvert aussi de nombreux autres lieux sacrés. Puis, il s'est rendu au nord, à Nachuka, dans un endroit très propre. Et comme il se doutait qu'il y aurait beaucoup de bois de chauffage, il leur a dit d'emporter un peu de bois de cèdre. Il a dit aux gens avec lui d'emporter du bois de cèdre parce que dans cet endroit, il savait qu'il n'y aurait pas beaucoup de bois de chauffage. Et on dit que les restes du précédent Karmapa ont été incinérés avec un chariot chargé de bois et de bois de santal et d'aloès. Mais comme le cèdre était utilisé à la place du bois de santal au Tibet, il leur a dit de les apporter et il est parti. Donc il est arrivé dans cet endroit très, très propre dans le nord et il est resté là. Et il a construit il s'y est installé là-bas. Il a installé son campement. Donc il dit dans les temps dégénérés, les gens sont difficiles à discipliner. Donc quel que soit l'enseignement que l'on donne, ils veulent pas pratiquer le dharma, ils n'arrivent pas à se landrer dans le dharma. Donc à l'âge de 44 ans, le troisième jour, il s'est senti pas très bien. Et il y a eu des arcs-en-ciel, des pluies de fleurs.
du 3e au 18e jour. Il fait 21 circumambulations des supports de corps, parole et de l'esprit du Bouddha. Il y a quelque chose que l'on dit dans la grande prière de Dewachen, et c'est, je l'ai pas en tête la traduction, mais c'est ce quatrain que le Karmapa, le 4e Karmapa récité pendant faisant ses circumambulations. Et il est décédé et il a été mis dans un kudung, c'est-à-dire dans une sorte dans son lieu où son cadavre a été déposé. Et on dit que tous les animaux étaient en admiration devant sa dépouille. Et on a construit un stupa ensuite à cet endroit-là. Et on dit encore qu'il y a beaucoup d'animaux qui viennent tourner autour de ce stupa. Donc voilà pour une présentation assez brève de la vie de Rinpoche Dorje. Donc il avait beaucoup de disciples, mais parmi tous ces disciples, on parle de Goyo Gompo Rinchen Pel, qui était probablement son disciple le plus important, et qui avait-il de spécifique? Donc à Tolung, pas loin de Tsorpu, lorsque il avait vu, le 3e Karmapa avait vu beaucoup d'enfants jouer avec les enfants, avec des animaux. Et à un moment, un chien est arrivé et tous les enfants ont eu très peur et se sont tous enfuis. Mais à part un enfant, lui, n'a pas eu peur. Lui, il s'est caché dans une sorte de tonneau et il est resté. Et le chien tournait autour, il n'arrivait pas à le mordre, et le chien est parti. Et les gens se sont dit, oh, il est très malin cet enfant. Et Rinpoche Dorje à ce moment-là il a donné un conseil à ses parents, il a dit, donnez-moi cet enfant, donnez-moi votre enfant. Et les parents ont offert cet enfant à Rinpoche Dorje. Et il est devenu très érudit à la fois dans le dharma et à la fois en politique. Et il a construit un monastère et à la fois trois karmapas, le 3e, 4e et 5e ont été dans ce monastère. Et les princes de Mongols et beaucoup de rois, des rois et des seigneurs importants du Tibet avaient beaucoup de respect pour lui. Donc on faisait beaucoup d'éloges de Rinchen Pel. On l'appelait Grand Lopen, Grand Acharya. Donc on dit que c'était probablement le plus grand des disciples de tous les Karmapas qui a existé par rapport à ses activités. On ne connaît pas trop sa date de naissance, etc. Mais donc il est né à l'époque. Bien sûr, il était jeune quand il y avait Rinpoche Dorje, puis il a beaucoup reçu d'enseignements de Rinpoche Dorje. Donc aujourd'hui, pour vous donner cet enseignement sur Rinpoche Dorje, j'ai regardé des vieux livres d'histoire, notamment celui composé par Situ Chögyam Jungné, le 8e Situpa, ainsi que d'autres, Tonglo Khenchepe, j'ai pratiquement trouvé plusieurs de ces biographies, mais le plus vieux, c'est celui qui a été composé par Karma Khencho. Donc c'est essentiellement basé sur de Karma Khencho Shenu. Et Karma Khencho Shenu, qui est-ce? C'est
c'est une personne qui est arrivée, qui a existé un petit peu après le troisième Karmapa, donc à l'époque de Michael Rinpoche Dorje. Il a, il a étudié les définitions, il a étudié dans la sutra, il est devenu un des plus grands érudits du Tibet. Dans Redawa Shenurudra, Tsongkhapa et une troisième personne, ils se sont tous réunis dans un lieu du Dharma et qui était là pour pouvoir faire l'arbitre, on va dire, de leur débat philosophique, c'était lui, Konsho. Et aussi les plus grands érudits qu'on dit, alors il y avait un certain Yala qui était le plus érudit en Prajnaparamita, etc. Ils ont tous étudié les plus grands érudits des grands traités de Maitreya des grands traités philosophiques. Ils les ont étudiés auprès de Kamakujo. Donc c'est un disciple de Rinpoche Dorje. C'est donc lui qui a composé cette biographie et dans le réservoir d'or de la lignée Karmakayu, c'est le deuxième Shamarpa. Donc voilà pour une brève introduction à la vie de Rinpoche Dorje, le quatrième Karmapa, et parce que quand on parle du Garshen, du grand commandement, on n'a pas d'autre choix que de parler du quatrième Karmapa Rinpoche Dorje. Parce que le plus grand, ça s'est vraiment développé à partir du Karmapa Rinpoche Dorje, et la spécificité du Garshen, c'est qu'on n'avait pas le droit de manger de la viande et pas boire d'alcool dans ce grand campement. Parce que bon, ne pas boire de l'alcool, ça c'est une règle qui est commune à tous les monastères, mais ne pas manger de la viande, c'était pas une règle vraiment répandue dans tous les monastères du Tibet. Parce que au Tibet, il n'y a pas beaucoup de végules, il n'y a pas beaucoup d'autres choses à manger, donc c'est très difficile sans manger de viande, c'est presque de rien manger. Mais pourtant à cette époque, dans le grand campement, il y avait cette règle de ne pas manger de viande. Et c'est probablement le quatrième Karmapa, Rinpoche Dorje, qui a instauré cette règle. Et dans ce grand campement, toutes les règles du Dharma et toutes les règles qui ont été mises en place, c'est probablement en accord avec la pensée et selon les instructions de Karmapa Rinpoche Dorje. Donc, je vous ai fait une introduction du Garshen en me basant sur la biographie de quatrième Karmapa Rinpoche Dorje. Et la semaine prochaine, je vais vous parler plus du Garshen en tant que tel, du grand campement, comment c'était, quelles étaient les règles de ce grand campement, etc. Voilà pour aujourd'hui.